Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose de continuer la lecture du livre d'Adolphe Corté, L'escrime à travers les âges, et nous allons reprendre notre lecture au chapitre 5. Allez, c'est parti. Ce n'est qu'à partir de Thibaut, en 1628, que cesse en France la prépondérance de l'escrime italienne. Thibaut est un novateur, Thibaut est un savant, Thibaut voudrait être le géomètre de l'escrime. Ce qui est certain, c'est que son œuvre est énorme. L'Académie de l'Espée, immense in-folio très artistique, du reste par les gravures et par l'impression, est un véritable monument. Par exemple, ce monument fait songer parfois à celui de la place de la Concorde, car malgré les nombreuses explications de l'auteur, ou peut-être à cause de ces trop nombreuses explications, il n'est pas toujours facile de débrouiller ce qu'il a voulu dire. L'ouvrage débute par une sorte de planche anatomique donnant les proportions de chacune des parties du corps et des membres, comparées aux autres. Puis, l'auteur passe de l'anatomie aux mathématiques, car, prenant pour unité de mesure la lame de l'épée, il trace un grand cercle. Dans ce cercle, de nombreux rayons, et sur ces rayons, il inscrit des lettres, qui vont lui servir à désigner les diverses positions des jambes des tireurs. Et de même que Saint-Didier avait son lieutenant et son prévôt qui attaquaient et paraient tour à tour, Thibaut choisit deux adversaires auxquels il donne des noms propres, dont l'un est celui assez étrange de Zacharie. Nous n'essayerons pas d'analyser par le menu même l'œuvre de Thibaut, malgré son importance. Pour résumer ce gros volume, il en faudrait au moins un petit. Ce que nous pouvons indiquer, c'est ce qui le sépare des œuvres précédentes. Pour la première fois, nous trouvons un professeur qui indique les moyens de parer avec l'arme même avec laquelle il a attaqué. Nous ne tenons pas compte, bien entendu, de l'épée à deux mains. Il faut ajouter que le mode de cette parade n'est pas encore le nôtre et ne peut être employé qu'avec la forme particulière de l'épée de cette époque, qui est l'épée dite espagnole, c'est-à-dire une longue lame munie de branches, des quillons, de grandes dimensions, d'une garde et contre-garde compliquée. Petit aparté, il semblerait que l'auteur parle de la rapière, puisque selon les sources, on dit que de la rapière qu'elle est italienne, soit espagnole. C'est en prenant la lame adverse entre sa propre lame et l'un des quillons que Thibaut va former la parade. Si le coup est tiré dans le haut, l'épée sera relevée comme par une sorte de levier. S'il est tiré dans le bas, en cavation, elle sera rabaissée d'une façon analogue. Dans l'un et l'autre cas, elle sera ramenée au corps. Inutile d'ajouter que pour ce genre de travail, une suprême légèreté de main n'est pas de rigueur. Il ne faut pas être trop difficile pour une époque très rapprochée du jour où tout finissait non par des chansons, mais par des coups de lutte. Thibaut a des prétentions non seulement scientifiques, mais artistiques, car d'après ses leçons, les adversaires en tombant en garde exécutent une sorte de mouvement préliminaire qui se rapproche de notre salut. Il faut avouer que la position de la garde n'est pas des plus gracieuses. Le corps est presque droit, les jambes peu écartées, et le bras gauche pend le long du corps, mais elle diffère sensiblement de celle des maîtres italiens. En revanche, les tireurs ne savent pas encore se fendre et sous ce rapport, ils ne font guère mieux que leurs prédécesseurs. Ils se livrent à la plupart des évolutions en usage, voltant, passant, tout en mélangeant l'estoc et la taille. Seulement Thibaut croit pouvoir régler avec exactitude chacun de ses mouvements, et c'est là qu'il triomphe avec son cercle, ses rayons et son alphabet. Cela ne l'empêche pas, dans la dernière partie de son livre, d'apprendre à combattre toutes les armes offensives et défensives, poignards, marteaux, piques, boucliers, espadons et mousquets avec l'épée seule. Ces enseignements un peu fantaisistes, que la plupart des auteurs relèguent aux dernières pages de leur livre, nous les retrouverons jusqu'au XVIIIe siècle chez Angelo, lequel ajoute encore à tous ces genres de combats celui de la lanterne sourde. Pour voir l'escrime se rapprocher tout à fait de ce qu'elle est aujourd'hui, il faut arriver au siècle de Louis XIV avec Besnard, Latouche, Liancourt, Laperche et Labat. L'escrime, on le voit, ne fait pas exception au milieu des autres arts. Besnard, dont l'ouvrage est moins luxueux que ceux de Latouche et de Liancourt, est peut-être plus original. D'abord, il est le premier en date, mais tous ont des principes communs. Il est curieux de remarquer à ce propos que le progrès, aussi bien en escrime qu'ailleurs, se fait non par un mouvement ascendant et continu, mais par une suite d'actions et de réactions, et comme par soubresaut, Saint-Didier avait adopté la garde écrasée des Italiens. Thibaut patronise une pose presque droite. Les maîtres du siècle de Louis XIV reviennent à la garde écrasée. Seulement, au lieu d'avoir le corps penché en avant, comme le professeur de Charles IX,
Il le place en arrière, sur la jambe gauche très fléchie. La jambe droite se trouve ainsi presque tendue en avant. Quant au bras gauche, il est maintenant placé en arrière. Mais le coude est dans une position un peu anguleuse. L'épée aussi est en opposition avec celle de la génération précédente. L'une était démesurément longue, l'autre est remarquablement courte, du reste, tranchant également des deux côtés. Nous voyons tout cela dans une gravure de l'ouvrage de Latouche. Cette gravure, qui forme un joli tableau du genre dans le goût de Le Poussin, représente un assaut à Versailles en présence du roi. Ce qui frappe, c'est la fente prodigieuse des tireurs. Une réaction encore, si l'on veut, mais surtout une innovation. C'est même là la véritable clé de la méthode française. Pour atteindre plus loin, non seulement on tend complètement la jambe gauche, on va même jusqu'à tordre le pied en dedans, de manière que l'on peut voir la semelle du soulier tout entière. Ces professeurs du grand siècle sont vraiment des novateurs, car on rencontre aussi chez eux la riposte et les contres. À l'égard de ces derniers, ils recommandent, il est vrai, de ne pas s'en servir, au moins dans toutes les occasions sérieuses. Il semble ne leur voir d'utilité que comme exercice. Il ne faut pas s'en étonner. S'ils jugent les parades simples incomparablement plus rapides, c'est que la lame de l'épée continue à trancher des deux côtés. Or, tous les tireurs connaissent la difficulté qu'il y a à prendre un contre avec une lame plate. Le coup d'estramaçon a diminué d'importance, mais il n'est pas complètement mis de côté. Il en est de même pour les parades avec la main. La main gauche ne part plus par elle-même, mais dans certains cas, elle vient en aide à l'épée par une opposition. Nous retrouvons ce procédé encore chez La Boissière, et ce n'est que chez ce dernier que les coups de fantaisie disparaissent complètement. Ainsi la fameuse botte du paysan, qui consiste à se servir de son épée avec les deux mains, est du XVIIe siècle. Il faut ajouter que pas plus Besnard que ses successeurs n'y attachent d'importance. La botte de Nevers et celle du paysan, quoique non pareilles, font la paire. Elles sont aussi secrètes l'une que l'autre. À part les auteurs spéciaux, nous avons d'autres documents, comme dirait M. Zola. Nous rencontrons dans le répertoire d'un nommé Molière, lequel n'avait pas songé à inventer le naturalisme pour se dispenser d'avoir du naturel, une certaine pièce appelée Le Bourgeois Gentilhomme, où l'on voit une certaine scène qui pourrait bien avoir été transportée directement de la salle de Besnard à celle du théâtre du Roi. Voici cette scène. Acte 2, scène 3. Le maître d'armes, le maître à danser, le maître de musique, M. Jourdain. Le maître d'armes, qui a pris 2 fleurets dans la main des laquais, « Allons, messieurs, la révérence, votre corps droit un peu penché sur la cuisse gauche, les jambes pointant écartées, vos pieds sur une même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche. La pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, le bras droit pas tout à fait si étendu, la main gauche à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus cartée, la tête droite, le regard assuré, avancez, le corps ferme. Touchez-moi l'épée de carte et achevez de même. 1, 2, remettez-vous. Redoublez de pied ferme, un saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. 1, 2. Allons, touchez-moi l'épée de tierce et achevez de même. Avancez, le corps ferme, avancez. Partez de là. 1, 2. Remettez-vous, redoublez. Un saut en arrière, en garde, monsieur, en garde. On remarquera le terme de fleuret employé par Molière. Si nous ne nous trompons, ce sont les maîtres de l'époque de Louis XIV qui s'en servent les premiers. On remarquera encore la position que le professeur fait prendre à M. Jourdain. Elle est scrupuleusement exacte. Cette garde basse est certainement empruntée à l'ouvrage que Besnard fit paraître en 1653, bien avant la représentation de la pièce de Molière. Du reste, le type de l'auteur du maître d'armes libéral devait tenter l'auteur du bourgeois gentilhomme. On peut en juger par la diatribe qui termine le livre du premier. Cette diatribe s'adresse au duel au pistolet. Besnard ne se contente pas d'envoyer le pistolet au diable, c'est du diable qu'il en fait venir l'invention. À quelle extrémité ne se fût-il pas porté, aujourd'hui, en voyant que cette arme était toute particulièrement favorisée par le choix de messieurs les députés. Mais les mœurs s'adoucissent. Peut-être serait-il contenté de remarquer que l'article de la loi que ces honorables connaissent encore le mieux est emprunté à celle de Moïse. Autant la fin du XVIIe siècle est fertile en toutes choses, autant le commencement du XVIIIe siècle semble frappé de stérilité sous tous les rapports. Louis XIV est âgé, il est devenu dévot, il est tombé entre les mains de son confesseur et dans les bras d'une vieille maîtresse. Le peuple végète à l'intérieur et les armées sont battues à l'extérieur. Tout semble se ressentir de cette situation équivoque et triste. Le théâtre, aussi bien que la littérature, les armes, aussi bien que les arts. Entre l'art en fait d'armes de Labatte
en 1690 et l'école des armes d'Angelo en 1763, nous n'avons rien, si ce n'est le nouveau traité de Girard. Cependant, si l'escrime est restée stationnaire, elle n'est pas tombée en décadence. Le corps du terreur a désormais acquis une position effacée. On fait précéder l'assaut d'un salut, on se fend, on riposte. Les sauts, les voltes, les passes, les coups d'arrêt ne sont plus que comme exception. On tire sur place. Déjà, le mot de fleuret, sinon la chose comme nous l'entendons aujourd'hui, est depuis longtemps en circulation. Besnard est un des premiers qui le prononce. Nous l'avons retrouvé dans la pièce du bourgeois gentilhomme en 1670, et Le Perche en 1676 a intitulé son traité « L'exercice des armes ou le maniement du fleuret ». À dater de 1763, un groupe d'amateurs et de professeurs, 5 étoiles de l'escrime, forme une sorte de constellation. C'est Angelo, c'est Danet, c'est la Boissière fils, c'est la Chevalière d'Éon et c'est Saint-Georges. Angelo est un Italien qui écrivit en Angleterre d'après les principes français. Son ouvrage est certainement le plus luxueux et le plus artistique de tous les traités d'escrime avec celui de Thibaut. On pourrait même, sans exagération, les appeler princiers l'un et l'autre, car les auteurs ont eu de grands seigneurs et des rois pour collaborateurs. Sinon, au point de vue de la plume, du moins à celui de l'argent. Danet, pour son art des armes, n'eut pas l'honneur d'être patronné par des souverains. Loin de là, il fut traité de révolutionnaire par l'Académie d'armes de Paris qui, par l'intermédiaire de la Boissière père, lui reprochait ses principes audacieux. Les académies en général n'admettent volontiers les hommes nouveaux que lorsqu'ils sont vieux. Et, petit aparté, j'ai quand même l'impression que c'est toujours le cas. Pourtant, la Boissière avait inventé le masque à treillis. Cette qualité d'inventeur aurait dû le rendre indulgent pour un novateur. À propos du masque, on remarquera quelle peine on a eu pour le faire accepter. Bon pour les goujats maladroits, disaient les professeurs de l'époque. Le masque, dont Angelo donne le dessin dans son livre, ressemble moins à celui que nous employons aujourd'hui qu'à ceux avec lesquels les enfants se couvrent le visage au temps du carnaval. Danet fut vengé du père par le fils. Le premier avait attaqué ses principes dans une brochure, le second lui emprunta quelques-uns dans son traité de l'art des armes. Et ce traité de l'art des armes, qui date de 80 ans environ, reste encore le premier de tous. Quelques professeurs contemporains peuvent se flatter d'en avoir perfectionné certains détails, mais beaucoup d'entre eux montrent trop qu'ils en ont oublié l'ensemble. Quant à cette personnalité étrange qui se nomme la Chevalière d'Éon, et qu'on a voulu surnommer la Jeanne d'Arc de l'escrime, parce qu'elle faisait des assauts en jupon, c'était bien un homme, mais il faut ajouter, seulement avec les hommes. Tour à tour diplomate en Russie, capitaine de dragon en France et demoiselle en Angleterre, elle usa de certaines particularités naturelles pour jouer de son siècle aussi bien que de son fleuret. Quoi qu'il en soit, homme-femme ou femme-homme, avec ou sans jupon, le chevalier ou la chevalière d'Éon fut certainement un tireur remarquable, car il ou elle se défendit contre Saint-Georges. Or, sans tenir compte de la légende, on aurait tort de croire que ce dernier ait été surfait. Fils d'un grand seigneur français et d'une négresse, mulâtre par conséquent comme Jean-Louis, et comme le grand-père de monsieur Alexandre Dumas, il était grand, svelte et à la fois fort comme le maréchal de Saxe et agile comme un clown. De plus, doué par la nature d'un esprit vif et d'une chaude imagination, son maître lui avait donné le sang-froid en le tenant au travail 5 heures par jour. La Boissière était prédestinée, car si le fils a fait le meilleur traité d'escrime qui existe, le père a fait Saint-Georges, c'est-à-dire le plus fort escrimeur connu. Aussi, pour combattre même avec désavantage cet homme à la fois lion-renard, il fallut un autre phénomène. Une gravure du temps nous représente l'assaut qui eut lieu à Londres en présence du prince de Galles entre la chevalière d'Éon et le chevalier de Saint-Georges. Au premier plan, les deux adversaires, tête nue, le masque à côté d'eux, tirent le mur. La chevalière est fendue, et même très fendue. Le chevalier est presque debout. Le corps un peu en arrière, reposant sur la jambe gauche, légèrement ployé. La pose est élégante, de l'une et de l'autre part. Quant aux coups que les tireurs vont se porter, quant aux parades qu'ils vont employer, il n'est pas trop difficile de s'en rendre compte, puisque D'Éon a été le collaborateur d'Angelo dans la composition de son traité. D'une façon générale, on peut dire que les coups seront à la fois prudents et rapides, et qu'ils seront tirés dans toutes les lignes tour à tour, et que les parades seront variées, tantôt composées de simples, tantôt de contres, toujours suivies de la riposte. Les deux champions se sont d'abord certainement tâtés. Ils ne veulent rien donner au hasard. Ils ont fait des fausses attaques, ils ont tiré des demi-bottes, et les feintes qui vont suivre ces préliminaires auront toute la subtilité que nous pourrions leur donner aujourd'hui. Ce seront des 1-2, des contre-dégagements, des trompées d'engagement. Les ripostes ne seront pas seulement directes, en tierce comme en quarte, en prime comme en seconde. Ce seront des cercles, des coupés, des demi-cercles.
Les parades seront même forcément plus variées qu'elles ne le sont aujourd'hui, car le corps, moins écrasé qu'il ne l'est maintenant, expose davantage à la ligne basse. Enfin, parade et riposte, feinte et attaque se feront sur place, à peine si les adversaires emploieront une fois par hasard et comme ressource suprême la demi-volte ou l'échappement du pied gauche, ce coup que le regretté Ponce-Neveu plaçait avec tant de maestria. De cet assaut, on peut déduire diverses conséquences. La première est qu'à l'époque d'Angelo, la position de la garde n'est déjà plus la même que chez les maîtres contemporains de Louis XIV. Le corps porte toujours sur la jambe gauche, mais le tireur est moins écrasé. La main droite est placée plus haut, la main gauche aussi. De plus, le bras est arrondi davantage, mais la fente est moins exagérée. Enfin, les attaques ne sont portées qu'au buste, et elles sont exclusivement composées de coups de pointe. Cependant, le fleuret est encore à lame plate. Il conserve cette forme au moins jusqu'au moment où paraît la grande encyclopédie de Diderot, laquelle en donne la définition. Du reste, Angelo parle à plusieurs reprises du tranchant intérieur et extérieur de la lame. On s'explique ainsi pourquoi, tout en ne rejetant pas dans l'assaut les parades de contre comme le font les maîtres du siècle précédent, il préfère pourtant se servir des parades simples. Ce n'est qu'avec la Boétière fils que nous nous trouvons en plein dans la science contemporaine. Nous ne voulons pas insinuer qu'il n'y a plus rien à ajouter à ces leçons, mais nous pouvons affirmer qu'il y aurait avantage à les méditer souvent, car si tous les coups de finesse et de délicatesse que nous pratiquons aujourd'hui se trouvent longuement développés dans le traité de la Boétière, nous avons délaissé un peu ceux auxquels il attache tant d'importance, ceux de sûreté et de précision. Chez ce professeur, en effet, les attaques comme les ripostes se font sans quitter le fer, avec une sorte de rotation du poignet, une puissante opposition et une immense élévation de la main. On pourrait dire jusqu'à un certain point que chacun de ces mouvements tient à la fois du temps et du lié, bien que ces deux sortes de coups semblent au premier abord s'exclure. De façon qu'avec le système de la Boétière, le coup pour coup est pour ainsi dire impossible, du moins bien difficile. Aujourd'hui, nous semblons ne nous préoccuper que de la vitesse, ce qui est au fond la négation de la science. Avec la Boétière, la vitesse seule ne servira qu'à vous faire toucher plus vite. Il exprime bien sa pensée quand il dit que c'est le fleuret de l'adversaire qui doit servir de guide au vôtre. Joignant donc dans son système la sûreté la plus grande à la plus extrême finesse, on ne doit pas s'étonner de ce qu'il ait porté l'art de l'escrime à son point culminant. Jean-Louis, son continuateur, a montré par la pratique ce que valait la théorie. On connaît ce duel absolument inouï dans lequel le terrible tireur, alors maître d'armes d'un régiment français, de passage dans une ville d'Espagne, se battit avec 13 maîtres italiens et tua ou blissa successivement ses 13 adversaires, en présence de toute la troupe et de toute la population, qui assistait solennellement à cette rencontre comme à un nouveau jugement de Dieu, ou à un combat de taureaux. Pour raconter les exploits aussi vrais qu'invraisemblables de ce petit-fils de D'Artagnan, M. Vigan semble avoir emprunté la plume de Dubampère. Ce qui caractérise encore le système de la Boétière, c'est la position du corps et des jambes. Nous avons vu que chez Saint-Didier, celle-ci était très ployée, et celui-là très penché en avant. Chez Thibaut, corps et jambes sont presque droits. Chez les maîtres du XVIIe, le corps est écrasé sur la jambe gauche. Chez ceux du XVIIIe, il se relève, mais il est toujours penché en arrière. Chez la Boétière seul, il est assis sur les deux jambes également. De plus, chez lui, l'emploi du fleuret carré est incontestable. Mais il est difficile d'affirmer le moment exact où il a fait son apparition. Ce que l'on peut supposer, c'est que ce moment est, comme nous l'avons déjà dit, postérieur à 1763. Et c'est précisément l'emploi de la lame carrée qui a permis à la Boétière de donner à son art les derniers perfectionnements. On ne songe pas assez que si les contres peuvent être pris avec une vitesse presque égale à celle des parades simples, ce n'est qu'avec les lames carrées. Aussi avons-nous vu les maîtres d'armes du XVIIe, tout en connaissant parfaitement les premières, les délaisser pour les secondes. On ne saurait donc trop s'élever contre l'emploi des lames triangulaires. Créées par la fantaisie, patronnées par la routine, mauvaises pour le combat, où elles ne peuvent frapper de taille, mauvaises pour l'assaut, où elles ne fournissent que des parades incomplètes, sans finesse comme sans mordant, leur emploi dans le duel n'a d'autre raison d'être que parce que l'on n'en a jamais demandé aucune. Aussi, aimerions-nous avoir remplacé la lame triangulaire par la lame carrée à 4 évidements. La nouvelle arme conserverait ainsi les avantages du fleuret sans avoir les inconvénients de l'épée. Ce qu'il faut enfin remarquer chez la Boétière, c'est le soin donné à la garde. Il ne faut pas oublier du reste que tous les grands maîtres, depuis Agrippa déjà, ont mis la défense bien au-dessus de l'attaque. Et c'est peut-être parce que de nos jours,
on a pris souvent le contre-pied de cette théorie que le jeu de l'épée est venu se greffer sur le dos de l'escrime comme une sorte de gibbosité. L'art classique s'évaporait dans la fantaisie. La prétendue science du duel, qui n'est en réalité qu'un retour au temps primitif, est en même temps aussi un rappel de bon sens. Et s'il est nécessaire de signaler cette tendance à déchoir, on ne saurait en vouloir non plus au professeur qui semble avoir gravé sur leur épée d'assaut cette devise empruntée aux garçons de cabinet particuliers, prudence et discrétion. Voilà, c'est la fin de cette lecture. Nous sommes arrivés au bout du livre d'Adolphe Corté, nous avons pu apprendre certaines choses, d'autres nous paraissent un petit peu farfelues, mais il ne restera qu'aux connaisseurs de pouvoir commenter un petit peu cette vidéo pour ceux qui l'écouteront. En attendant, moi je ne peux que vous conseiller de continuer à lire et à vous renseigner et étudier les sources, tout simplement parce que c'est là que nous trouverons nos meilleurs enseignements. En attendant, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine!